tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 8e épisode de la balado du même nom. Petite voix, on est vendredi matin, 5h du matin, après une nuit d'insomnie, ce qui m'arrive rarement en fait. Je sais pas pourquoi, je m'endormais pas cette nuit, donc je me suis dit, hey, au lieu de pas dormir, je vais me lever et je vais aller faire mon intro pour cet épisode 8, qui est un épisode spécial, je dois l'avouer, parce que vous allez voir tantôt, on va aller rejoindre des gens au Collège Antique, parler d'une démarche qui avait été entamée, en fait, qui avait été annoncée ici même à la balado à la saison 1, avec l'anthropologue, professeur d'anthropologie, en fait, Julie Gauthier, Collège Antique, donc sur cette démarche d'autochtonisation, de décolonisation. On va essayer de débroussailler tous ces concepts-là. Il va y avoir évidemment Julie Gauthier, la directrice du Collège Antique, Nathalie Vallée. Il va y avoir aussi on parlait des Autochtones, évidemment, parce qu'ils ont été partie prenante de ce projet-là. Puis je trouvais ça intéressant d'aborder ces notions-là qui, moi, me sont assez étrangères. Je voulais en apprendre un peu plus. Je me disais probablement que ça allait être le cas aussi pour vous à la maison. Donc, normalement, on aurait dû faire cet épisode-là en personne au Collège Antique. Ça avait été prévu plus tôt cet automne. Là, évidemment, la pandémie, c'était pendant que Montréal était en zone orange. Mais là, on sentait que ça allait pas très bien côté augmentation des cas. Fait qu'on a repoussé ça. Mais là, évidemment, on a dû le faire à distance. Fait que vous allez voir, le son, là, c'était pas évident parce qu'on était 7 autour de la table, autour d'une table numérique, si on peut dire, d'une plateforme. Et avec des problèmes de connexion, le son ça a quand même été difficile techniquement. Donc, vous allez voir, le son est différent un peu, mais sinon, les propos sont extrêmement intéressants. Je ne vais pas faire une longue introduction de résumé de la semaine de l'actualité, parce que je me dis, mon Dieu, vous l'écoutez, vous la suivez, l'actualité, fait que des fois, j'ai l'impression de me répéter un peu, puis voilà, j'avais envie d'aller ailleurs, sauf que là, on n'a pas bien le choix d'entendre le premier ministre François Legault, parce qu'il y a eu un point de presse tantôt, jeudi, sur cette fameuse fête de Noël, et on a entendu des choses quand même étonnantes qui m'amusent de plus en plus. Je pense qu'il faut s'en amuser parce que sinon, on s'arracherait les cheveux. Je vous laisse entendre quelque chose on va faire un test. Prochain extrait, fermez les yeux. Et vous allez voir, là, en l'écoutant, on pourrait imaginer presque des paroles prononcées quelques semaines avant le Noël 1938. Je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des fêtes. Il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma vie, là. Donc, je pense que le temps des fêtes, Noël, c'est un moment qui est précieux. Puis, n'oublions pas que la famille, là, c'est la base de notre vie. Eh oui, la famille, c'est la base de notre vie au Québec, parce qu'ailleurs, c'est pas tout à fait ça. Il manquait juste la patrie, le travail, et on se retrouvait quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même... Ça m'a fait un petit peu rire parce qu'on est supposément un État laïque. Il y a une loi, la loi 21, qui a été votée, qui est effective, qui est contestée. On en a parlé la semaine dernière. Et c'était quand même impressionnant de voir les efforts que notre gouvernement a fait pour que cette fête de Noël soit possible cette année. Vraiment, si toute cette énergie-là était mise pour déterminer si la ventilation dans les écoles peut être un vecteur de la propagation du virus chez les étudiants, chez les profs. Bon, visiblement, il n'y a pas de... On nous l'a dit, il n'y a pas de problème à date. Et là, ça fait 2 mois, il paraît, que la santé publique et le gouvernement planchent sur toutes sortes de scénarios pour qu'on fête Noël parce que la famille fait partie de la nation. Cela dit, je vous fais entendre tout de suite un extrait qui est arrivé un peu plus tard dans le point de presse où un journaliste anglophone posait cette question. Hello. I guess the first question is, this benefits a lot of people in this room, but Hanukkah falls from December 10th to 18th. It is one day a part of our voluntary confinement period. What are we saying to Quebecers that we also talk about having a secular state?
What are we saying to Quebecers that say do not celebrate Christmas? This is the only window that they get to have where it's sanctioned to stay home. What are we telling Quebecers who are either not Christian or do not celebrate, have secular Christmas, I guess, Festivus, whatever you want to call it. But what are we telling them? I think that right now we have a very critical situation. We think that we can permit gatherings during 4 days. So where do we put those 4 days? I know that some people, they prefer to celebrate the New Year than celebrating Christmas. But we've said, we think in Quebec that most of the people would be happy with those 4 days. So that's the way we choose those 4 days. Petit lapsus, happy with 4 years. Non, je suis pas sûr que tout le monde est content de 4 ans de gouvernement de la CAQ. Cela dit, bon, je traduis rapidement. C'est un journaliste qui demandait à François Legault, les gens qui fêtent Hanouka, entre autres, la fête juive, équivalent de la fête de Noël chrétienne, ça va être du 10 au 18 décembre. Et là, il disait, est-ce que ces gens-là peuvent fêter quand même avec ces mêmes restrictions, c'est-à-dire les 4 jours permis, rassemblement de 10 personnes. Et François Legault a dit, non, nous au Québec, on estime que c'est du 24 au 27 décembre. Puis c'est ça. Alors j'ai trouvé ça un peu... ça manque un petit peu d'inclusion, si on peut dire. Surtout que tout ça semble tenir sur des fils très ténus, là, parce qu'on demande aux gens de s'isoler 7 jours avant le 24 et 7 jours après pour qu'on soit capable de fêter Noël. Avec maximum 10 personnes. Là, c'est pendant 4 jours. On nous dit de ne pas faire ça avec 10 personnes les 4 jours. Il faut choisir. Fait que ça me semble un petit peu... Je dirais pas n'importe quoi. Je comprends. Les gens, c'est bien important de se voir. Les gens sont tannés, mais les cas, on est encore à plus de 1000 cas par jour. Il y a 35 personnes qui meurent par jour de la COVID. Et là, on semble vouloir prendre le risque que ça augmente pour être capable de fêter Noël. Bon, c'est assez pour la COVID et tout ça, mais ça promet. Avant d'aller plus loin, parce que je vais vous parler aussi un petit bug en fait avec le site web, mais je vais vous en parler tantôt. Je vais vous parler des lectures que je fais ces temps-ci qui sont vraiment intéressantes et qui, j'espère, vont aboutir vers des invités qui s'en viennent. Entre autres, je suis en train de lire L'Empire en marche de Marc Chevrier. En fait, c'est L'Empire en marche des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, un essai sur la Fédération canadienne. Je dis la fédération, c'est le concept fédératif et confédératif en politique qui se révèle peut-être être, dans le fond, l'extension moderne de l'Empire, comme on le connaissait beaucoup au 19e et 20e siècle, mais même, on peut reculer même à l'Empire romain. C'est vraiment, vraiment... c'est une grosse brique. Je dirais pas que c'est un page-turner, mais c'est quand même, je dirais, c'est pas à rythme, mais c'est quand même costaud. Donc, Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Je vais assurément inviter Marc Chevrier pour parler de ce livre-là. Mais si ça vous tente, si vous cherchez de la lecture dans le temps des fêtes, je vous suggère fortement un livre vraiment écrit, je dirais qu'il y a presque de l'humour. C'est un traité vraiment de sciences politiques, mais il y a parfois de l'humour. C'est vraiment une lecture qui... Moi, j'avais lu un extrait dans le magazine L'Inconvénient, un des numéros, je pense que c'était sur l'anniversaire du référendum de 1995 qui était paru l'an dernier. Et quand j'ai vu... C'était sous forme d'entrevue par rapport au livre que Chevrier avait écrit. Je disais qu'il faut que je lise ce livre-là. Sinon, j'ai commencé à lire Alain Deneau, Bande de colons, une mauvaise conscience de classe. C'est paru chez Lux cette année. Vraiment intéressant aussi parce qu'Alain Deneau, dans le fond, subdivise l'analyse qu'on faisait habituellement du colonisateur et du colonisé. Entre autres, avec Frantz Fanon et ses... Albert Memmi, c'est théoricien, en fait, de la colonisation. Et là, lui, ajoute cette catégorie dans son analyse pour parler, évidemment, du Québec et du Canada, mais du Québec aussi et du statut du Québec francophone, cette espèce de flottement. On en a déjà parlé avec Jacques Beauchemin l'an dernier aussi, l'espèce de
pays non fait, l'impact que ça a. Et Alain Deneau, dans Bande de colons, ben, s'intéresse justement au concept du colon. Et d'ailleurs, relève comment, peut-être le seul endroit au Québec, on a décidé d'utiliser le mot colon de façon péjorative, bien que nous sommes issus, en fait, la majorité francophone, de colonisateurs, mais à la solde d'empire. En tout cas, je veux pas trop expliciter, parce que je n'ai pas fini, mais évidemment, Alain Deneau, je pense que ce sera un invité vraiment, vraiment intéressant pour la balado. Je sais qu'il est dur à avoir parfois, mais je pense que je vais tenter ma chance et je verrai bien un entretien avec lui pour parler de ce livre-là, entre autres. Et j'ai terminé aussi cette semaine Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec, un livre au début que j'ai reçu plus tôt cet automne, que je n'étais pas sûr de lire, mais là, avec tout ce qui se passe, avec la réflexion qu'on a sur la place du français, est-ce que le français recule, je dis, je vais lire le livre. Et c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment, parce qu'il y a des projections, des mots linguistiques qui tendent à prouver qu'effectivement le français recule. C'est pas seulement un brûlot intempestif, c'est vraiment appuyé sur des statistiques et il y a vraiment des réflexions intéressantes, entre autres sur le financement des universités, sur le financement du système de santé, des angles que je n'avais pas vus par rapport au français et le rapport aussi avec la langue anglaise au Québec. Et Frédéric Lacroix sera notre invité la semaine prochaine pour en discuter. Ça, je suis vraiment content aussi qu'il ait accepté. Alors voilà, mes lectures du moment, vraiment intéressantes. Bon, là, je vous parle du site web. Les gens qui s'inscrivent pour avoir accès au contenu exclusif pour les donateurs, pour ceux qui donnent 60$ et plus dans cette saison-ci, il y a un petit bug. Et là, on commence à trouver, parce que c'est pas si simple que ça, avec la plateforme qui héberge le site, c'est les gens qui ont Microsoft, le système d'exploitation Microsoft. Quand vous vous inscrivez, vous ne recevez pas le courriel du site internet lefredsavard.com qui vous dit que votre demande est en attente d'approbation. Alors, les gens s'inscrivent et là, ils pensent qu'il n'y a pas de nouvelles et n'ont pas accès au contenu exclusif. Donc, on a trouvé un peu le bobo. Là, c'est la plateforme, en fait, c'est la console Office 365 qui se met en mode quarantaine pour certains courriels, de ce que j'ai compris. Là. Donc, vous ne recevrez pas le courriel du fredsavard.com qui vous dit que votre demande est en attente d'approbation. Donc, si jamais vous avez Microsoft 360 et que vous n'êtes pas capable d'accéder au contenu exclusif, écrivez-nous au balado fredsavard@gmail.com et on va vous donner la procédure pour être capable justement de faire en sorte que vous receviez les courriels du site internet pour être capable d'avoir accès au contenu. Il y a 3 épisodes de Brouillon de culture qui sont déjà disponibles. J'en prépare un autre qui s'en vient sur l'album Le Trésor de la langue de René Lucier. Un album extraordinaire, un chef-d'œuvre méconnu. Sorti en 89, entre autres. Donc, j'aimerais ça vous le présenter, mais de façon intelligente. Je suis en train de préparer ça, mais là, c'est la fin début de l'hiver, fin des saisons télé, en fait, avant la pause des fêtes. Fait que j'ai pas le temps que je voudrais, mais bientôt, là, ça s'en vient. Donc, et je vais profiter aussi du congé des fêtes de la balado, parce qu'on va prendre une petite pause d'1 mois à peu près des épisodes réguliers pour quand même offrir des épisodes de Brouillon de culture pour les gens qui y ont accès. Autre idée que j'ai eue aussi, parce que vous savez, je n'ai déjà parlé cette semaine, en fait cette saison-ci plutôt, je veux que la balado soit le plus connue possible. Là, on ne parle pas nécessairement de campagne de financement, elle va bien d'ailleurs, on frôle le 80%, mais je croise encore trop de gens qui ne connaissent pas le projet, qui ne savent pas que la balado existe. Puis là, on peut faire de la pub, évidemment, on peut acheter de la pub, tout ça. Les moyens ne sont pas illimités. Puis là, je parle souvent de la communauté. Et là, je me disais, ça serait peut-être le fun de mettre la communauté de la balado à contribution, d'aller chercher vos idées. Si vous avez du temps à mettre, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été capables de faire une contribution financière à la balado, mais qui auraient de l'énergie à mettre pour
brainstormer sur des façons de faire connaître la balado au plus grand nombre, alors je vous propose de m'écrire au baladofredsavard@gmail.com. Donc, même courriel. Vous pouvez le faire par Facebook aussi si vous êtes plus à l'aise avec Facebook, avec la page Facebook de la balado. Puis là, tout dépendant du nombre de personnes qui voudront s'impliquer pour partager des idées, comment ils voient ça, comment on pourrait faire en sorte que la bonne nouvelle se répande pour rester dans les valeurs si importantes de la nation. Je vais organiser des Zooms. Là, je sais que vous êtes peut-être tannés de faire des réunions Zoom au travail, mais je pense que ce serait le fun, qu'on puisse se parler, qu'on se voit un peu à distance. Je verrai, je ne sais pas combien de gens voudront participer, mais si vous êtes trop, en fait, vous ne serez jamais trop. On fera plusieurs réunions, on fera des sous-comités s'il faut, mais ça me permettrait aussi de vous entendre aussi. Peut-être que vous avez des suggestions, vous avez des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins, en fait. Mais ça permettrait vraiment d'avoir peut-être un autre contact avec la communauté de la balado qui va au-delà de moi qui vous parle et vous qui m'écrivez ce que vous faites déjà. Puis je suis vraiment content. Mais là, ça serait peut-être le fun de se faire des brainstorms pour voir comment on peut faire fleurir ce projet-là. Donc, écrivez-moi baladofredsavard@gmail.com puis on va s'organiser ça. On va sur Zoom. J'aimerais ça vous voir aussi. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous ouvrir à des notions qui, moi, m'interpellent, m'intéressent. Donc, on va aller rejoindre les gens du Collège Annecy pour parler de ce beau projet d'autochtonisation du Collège Annecy. Donc, voilà. Épisode peut-être spécial. Il n'y aura pas vraiment de chronique. Ça va être vraiment une discussion. On va être plusieurs autour de la table. Alors voilà, je vous offre ce 8e épisode de la balado de Fred Savard. Et nous, on se reparle très bientôt, j'espère, par courriel pour qu'on organise ça. J'aimerais vraiment entendre vos idées. Voilà. Bon, alors, je suis très heureux. C'est un épisode qu'on devait faire plus tôt cette année, mais la COVID a un peu bousculé les plans. Alors, on devait le faire en direct, si on peut dire, physiquement au Collège Annecy. Mais là, on va commencer tout de suite avec Julie Gauthier et Nathalie Vallée. Julie Gauthier, pour les gens de la balado, vous l'avez déjà entendu à la saison 1, était venue nous parler Au début, c'était le changement du nom des équipes sportives du Collège Annecy. C'est devenu beaucoup plus vaste que ça. Puis aujourd'hui, on va vraiment démystifier et comprendre, en fait, ce processus-là. Julie Gauthier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Enseignante en anthropologie depuis 23 ans. Mm-hmm. Oui, voilà. Et je vais aussi saluer Nathalie Vallée, qui est la directrice générale du Collège Annecy. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, content de vous avoir. Évidemment, il va y avoir d'autres gens qui vont se joindre à nous très bientôt, mais je voulais vous avoir, pour commencer, pour nous parler de cette démarche entreprise par le Collège Annecy, qui est l'autochtonisation du collège. Nathalie Vallée, c'est vous qui avez porté, en fait, ce projet-là du début, en fait. Oui, en fait, je ne savais pas au début que je porterais un projet qui s'appellerait l'autochtonisation, mais c'est devenu ça. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, Fred, vous êtes au courant de la démarche. Ben, je ne suis pas très au courant. C'est pour ça qu'on en fait un épisode pour que moi et les auditeurs et les auditrices soient au courant de la démarche. Ben, d'accord. Alors, je vais vous expliquer d'où c'est parti, tout ça. Oui. On avait un nom pour nos équipes sportives qui s'appelle les Indiens. Oui. Qui s'appelait les Indiens parce que ça a changé depuis. Et oui. Ce nom-là, évidemment, avait une connotation délicate, je vais le dire comme ça. Et depuis que j'étais à l'emploi du collège, je me demandais si un jour on allait le changer. Oui. Et en fait, j'ai eu une question au début de mon mandat comme directrice générale. On m'a demandé à quel moment j'accepterais qu'on se procure un autobus pour le transport de nos étudiants athlètes, pour les transporter dans les différents championnats. Et sur cet autobus, on souhaitait inscrire le nom des équipes avec son logo. Oui. Et
Ben, ça a été le coup de masse, je dois dire, parce que je me suis dit, ben là, il faut absolument qu'on réfléchisse à changer de nom, à changer l'image également, parce que je ne voyais pas un autobus avec le logo de la tête des Indiens, avec le nom écrit en lettres de 8 pieds sur les 4 faces de l'autobus, se promener sur l'autoroute 40 entre Montréal et Québec. Et je me disais, ben là, non, il faut absolument faire quelque chose, il faut engager une démarche. Et il n'était pas question de lancer un concours à la communauté, auprès de la communauté collégiale, simplement en disant, il faut changer le nom de nos équipes sportives, participer à un grand concours. Et je ne voulais pas non plus confier ce mandat-là au comité de toponymie du collège. Alors, j'ai contacté Julie à l'époque, et qui est enseignante en anthropologie, mais qui aussi portait un superbe projet qui s'appelle Rencontres autochtones. Et j'ai commencé à échanger avec elle sur cette question-là en lui disant que je voulais qu'on change le nom de nos équipes, mais je voulais pas le faire de manière sauvage ou arbitraire. Je voulais évidemment me servir de la mission première du collège, qui est une mission d'éducation, pour changer le nom. Alors, je savais que certaines personnes aimaient ce logo-là. Je savais qu'il lui donnait une signification positive, l'image du guerrier courageux et combatif. Et d'autres personnes dans le collège étaient depuis longtemps défavorables à ce logo et l'associaient à tout ce qui est le plus négatif en matière d'appropriation culturelle. Je veux que vous nous parliez, de nous présenter un peu le Collège Annecy, parce que dans l'écosystème, on peut dire collégial, là, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il se situe où? Le nombre d'étudiants, entre autres, le nombre d'étudiants autochtones aussi, parce que c'est quand même, évidemment, l'autochtonisation ne concerne pas que les Autochtones, mais c'est quoi un peu le profil des étudiants et la place du Collège Annecy dans l'écosystème des cégeps à Montréal? Alors, le Collège Annecy, c'est un des plus gros cégeps au Québec. En fait, il fait partie de la liste des gros collèges. À Montréal, il est le plus gros francophone. Oui. Alors, il y a à peu près entre 7 500 et 8 000 étudiants chaque année. On est réputé, en fait, pour avoir une très, très belle carte de programme d'études techniques. Oui. Alors, qui de plusieurs familles, en santé, par exemple, avec des programmes d'imagerie médicale, dans les technologies physiques, évidemment, tout le secteur des communications graphiques aussi, qui est un fleuron parce que le collège est né du regroupement de 3 écoles à l'époque. Et puis, l'Institut des arts graphiques faisait partie de l'une de ces écoles-là. Et bien sûr, on a aussi tous les programmes préuniversitaires qui sont offerts dans le réseau, alors sciences humaines, sciences de la nature, arts, lettres et communication. On a également la particularité d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants qui ont déjà un vécu collégial. Alors, 60% de la clientèle du collège, la clientèle étudiante, détient un vécu collégial ou est adulte et a fait des études avant d'arriver au collège. Et on est sur le territoire d'Annecy-Cartierville. Alors évidemment, il s'appelle le Collège Annecy parce que nous sommes dans le quartier Annecy-Cartierville. Donc le nom des Indiens, des équipes sportives, est, on le pense, en tout cas très inspiré du nom du collège, Annecy, qui est le nom d'un Français huronisé, mort noyé dans les rapides du Sault au Récollet. Là, je veux parler à Julie, parce que Julie, votre démarche, et Nathalie en parlait tantôt, vous avez une démarche, vous, personnelle aussi, par rapport un désir de rencontre aussi avec les Premières Nations. Ça fait longtemps que vous le faites en tant qu'enseignante et qui est devenu aussi une facette super importante de votre vie personnelle. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, je le dis souvent, l'autochtonisation, selon moi, se décline en plusieurs niveaux.
je conçois mal qu'on peut autochtoniser, par exemple, son enseignement ou ses modes de gestion ou sa vie professionnelle et encore moins la vie institutionnelle si on n'a pas entamé soi-même un processus de décolonisation ou d'autochtonisation personnelle. Là. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans ces termes-là parce que c'est un choix qu'on fait, à mon avis, d'entrer là-dedans. Puis c'est un chemin, je le dis souvent, un chemin qui est constamment à défricher, qui est confrontant, qui peut être décourageant, inconfortable. Donc, pour que ça fasse du sens puis que ça influence positivement et correctement, je pense, sa pratique. Dans mon cas, l'enseignement, pour moi, c'est indissociable. Tout ça est devenu indissociable l'un de l'autre. Oui. Donc, allons-y avec les définitions. Oui. Parce que vous avez parlé d'autochtonisation, vous avez parlé de décolonisation, c'est pas la même chose. Et je veux que vous nous expliquiez, pour qu'on comprenne bien, comment on pourrait définir l'autochtonisation et la décolonisation. Ben en fait, je suis pas une spécialiste du sens des mots, mais je vais quand même tenter une définition, en fait, un condensé de quelques éléments qui sont communs aux différentes définitions de l'autochtonisation. C'est un processus, premièrement, l'autochtonisation, puis c'est une série, disons, de changements à la fois aux politiques, aux procédures, aux pratiques qui vont augmenter l'inclusion à la fois de personnes de Premières Nations inuites, d'Autochtones, et à la fois de contenu, de façon de faire, de savoir-être, de savoir-faire, comme je le disais. Oui. Et l'idée, c'est d'abolir un peu les barrières puis de réaligner les résultats des établissements, des collèges, sans nécessairement nuire ou aller complètement à l'encontre des objectifs qui sont précédemment établis. Ça, c'est pour la partie plus institutionnelle. Oui. Comme je le disais, ce qui est important aussi, c'est la création d'espaces. Puis là, quand je parle de création d'espaces, c'est pas seulement des espaces physiques, oui. mais c'est aussi des espaces de discussion. La classe, pour moi, est un espace, par exemple. Un plan de cours, c'est un espace. Et que ces espaces-là soient à la fois adapté, sûr, éthique, à la fois pour les connaissances, les visions du monde, puis les pratiques autochtones. Puis c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, je dis souvent que pour moi, le pourquoi prime sur le comment. C'est très important de questionner ses motivations. Je pense que Ouidia va probablement en parler tantôt, là, oui. Mais ça doit, à mon avis, passer par une espèce de conviction personnelle pour que ces changements-là soient pérennes. Parce que comme c'est long, comme c'est inconfortable, on a souvent envie d'abandonner. Donc ça, c'est plus pour Attendez, Julie, oui. là, j'ouvre une parenthèse. Vous avez dit le mot inconfortable. Un mot qu'on entend souvent, l'inconfort, la théorie de l'inconfort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben en fait, la pédagogie de l'inconfort, si on veut s'exprimer ainsi, qui est un véritable courant, c'est l'idée très générale qu'on ne peut apprendre réellement et de façon pérenne que dans un certain inconfort. Puis la notion d'inconfort, maintenant, je l'utilise avec parcimonie parce que je me suis fait souvent à quelques reprises dire par des personnes autochtones, OK, l'inconfort, je comprends, mais nous, on porte un fardeau assez lourd à porter, puis on est victime de violences directes et indirectes. Donc, quand je parle d'inconfort, je tiens à préciser que je ne le mets pas sur le même pied d'égalité que la violence, ou que la discrimination, ou que le fardeau qui pèse sur les épaules des premiers peuples, des gens des premiers peuples. Par contre, l'inconfort pour une personne privilégiée, ça peut être assez confrontant, disons, quand on n'est pas habitué. Donc, l'idée d'exposer les gens à un certain niveau d'inconfort, que ça soit soi-même ou que ça soit, par exemple, des jeunes dans une classe, oui. C'est souvent garant d'un apprentissage, disons, plus durable qu'un apprentissage qui ne passerait que par la tête ou par la lecture de texte. Vous l'avez nommé de son prénom, on va la présenter comme il faut, parce qu'évidemment, je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui allaient se joindre à la conversation. Ouidia Larivière, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, est-ce que, je vous présente, vous êtes cofondatrice de l'organisme Mikana. Il y a des gens peut-être qui ont suivi le mouvement Idle No More qui vous ont connu là, parce que vous êtes une des organisatrices au Québec du mouvement Idle No More. Vous avez, avec Mikana, en fait, parlez-nous de Mikana, parce que en fait, vous avez été le pont avec le Collège antique et le processus d'autochtonisation. Je ne sais pas si Julie l'a bien expliqué, d'ailleurs. Donc oui, en fait, Mikana, c'est un organisme que j'ai cofondé avec une autre femme autochtone qui s'appelle Mélanie Lumsden en 2015. Oui. Puis les deux, en fait, on a des profils assez similaires. Les deux, on est nés d'un parent autochtone et d'un parent allochtone, ce qui fait qu'on a vécu
dans les deux mondes de toute notre vie, puis ça nous a fait réaliser vraiment le fossé là, qui existe entre ces deux mondes-là, puis on s'est comme donné cette espèce de mission de jouer un rôle actif dans la création de ponts entre autochtones et allochtones. Puis Mikana, c'est né en fait de tout ça. Puis c'est aussi parce qu'on avait réalisé à trop de reprises le grand besoin d'éducation et de sensibilisation de la part des allochtones sur les réalités, les perspectives des peuples autochtones. Puis on était tannés d'attendre là, après les gouvernements puis faire instance pour faire des changements, par exemple le ministère de l'Éducation, etc. Fait qu'on s'est dit, nous, on va être actifs, puis on va commencer à changer, faire notre part pour changer les choses. Puis c'est ça, on a décidé de s'attaquer à 3 grands champs d'action, en fait. Fait qu'il y a tout le volet éducation, sensibilisation. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est atelier, formation, développer des outils de sensibilisation. Donc, par exemple, on a fait un livret avec Amnesty International dans lequel on démystifie 10 préjugés là, encore très tenaces qu'on entend sur les peuples autochtones. Oui. On a un volet empowerment des jeunes. Donc, on implique des jeunes autochtones, justement, dans nos activités de sensibilisation d'éducation. D'ailleurs, Gilbert est un de nos ambassadeurs qui fait partie de ce programme. Oui, Gilbert, on peut le saluer. Gilbert Nicoué, on va l'entendre un peu plus grandement tantôt. Est-ce qu'il est encore avec nous? Oui. Ah, voilà. Puis le 3e volet, c'est le volet changement durable et systémique. Puis ça, c'est le projet, en fait, avec le partenariat avec le Collège Antique rentre dans ce champ d'action-là. C'est on crée des partenariats structurants avec des milieux qui sont prêts à implanter des changements durables, significatifs en termes d'inclusion des peuples autochtones puis de respect des droits des peuples autochtones dans leur milieu. Puis c'est dans cette perspective-là quand on a été approché par Julie puis le Collège Antique pour travailler avec eux, qu'on a décidé de travailler avec eux dans le cadre de la démarche d'autochtonisation puis de participer aux réflexions avec eux. Puis c'est vraiment un travail très stimulant, en fait, de travailler plus sur le long terme, puis de prendre le temps de réfléchir ensemble, justement, aux types d'actions qui vont être pertinentes, justement, pour entraîner ces changements-là. Ouais. Donc voilà, c'est dans cette perspective-là qu'on a développé le partenariat avec le collège. Est-ce qu'il y a un buzz? Là, ça va sembler étrange comme question, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège parfois? En fait, il faut que la démarche soit sincère de la part des organisations comme le Collège Antique. Je sais qu'à Granby, entre autres, parce que moi, j'ai habité à Granby plusieurs années, il y a les Inuks, qui est leur équipe sportive. Je pense qu'ils sont aussi dans cette démarche-là, mais j'imagine est-ce qu'il y a une tentation de faire un changement cosmétique pour sembler être dans la mode, en fait, d'être ouvert à l'autre, mais que les changements ne sont pas aussi profonds. En fait, les organisations ne vont pas assez loin là-dedans. Est-ce que vous sentez qu'il y a parfois des organisations qui veulent peut-être faire un peu de marketing, si je pourrais dire, ou de publicité sur le dos de l'autochtonisation ou de la décolonisation, mais que la démarche, elle n'est pas sincère? Est-ce que vous êtes capable d'intervenir à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a ça un peu? Oui, c'est clair qu'on a des réflexions par rapport à ça. Puis, en fait, on a des ateliers où est-ce qu'on invite justement plusieurs milieux à faire un certain travail d'introspection sur justement réfléchir à leur motivation puis à leurs raisons pour lesquels ils s'intéressent aux questions autochtones. Puis parce qu'effectivement, il y a des organismes, des milieux qui nous approchent, puis là, sont pressés, puis là, ils ont entendu ça dans les médias, puis là, OK, vite, il faut changer ça dans notre milieu, puis bon, là, on rappelle qu'on peut non plus changer 500 ans d'histoire du jour au lendemain. Il faut aussi respecter le rythme là, des organismes autochtones, des peuples autochtones. Aussi, on est comme, tu sais, vu que justement, il y a un buzz, on est sursollicité. Donc on peut Mais là, ça, c'est intéressant, Wedia. Vous dites respecter le rythme autochtone. J'imagine que dans la décolonisation, entre autres, et là, peut-être que j'utilise mal les concepts aussi, n'hésitez pas à me corriger, mais j'imagine qu'il y a ce clash-là civilisationnel, si on peut dire, et comment vous faites, justement, pour dire à ces organisations-là,
un instant, on se calme. Ce serait quoi les étapes? Vous parlez d'introspection, là. Mettons une organisation vous contacte pour dire, écoutez, moi, j'aimerais ça d'ici Noël, là, qu'on puisse dire à nos clients que nous sommes décolonisés. Ça serait quoi les premières étapes, c'est quoi? Ben vraiment, c'est impossible de se décoloniser en 3 semaines. Là. Puis, comme je l'expliquais, la décolonisation, l'autochtonisation, ce sont des processus. On les voit, nous, comme des chemins et non comme des destinations. Puis, c'est quelque chose, même des alliés, je considère que c'est des personnes qui doivent constamment se remettre en question. C'est pas comme un stamp qu'on a du jour au lendemain, puis après, bon, tout est fini, on a tout réglé. Fait qu'on essaie vraiment de sensibiliser à ce niveau-là. Et c'est possible quand même de s'embarquer dans des premières étapes. Par exemple, un organisme nous contacterait, puis c'est comme, les fêtes, on veut faire quelque chose. On peut commencer par un atelier de sensibilisation dans lequel on va introduire puis déclencher des réflexions justement qui vont favoriser cette introspection-là. Justement, puis on s'inspire aussi notamment du guide la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones qui a été développé par le réseau autochtone de Montréal. Oui. Puis dans lequel justement, il y a une première étape où est-ce qu'on invite les gens à réfléchir à leur motivation, est-ce qu'ils veulent juste cocher une case diversité dans la liste, est-ce que c'est parce que là ils ont entendu une tragédie dans les nouvelles, puis il y a c'est réfléchir vraiment aux raisons pour lesquelles ils veulent changer les choses, puis pourquoi aussi ils sont pressés. Puis ensuite, c'est vraiment comme les accompagner dans un processus d'apprentissage, puis de s'approprier les réalités autochtones, des différentes manières de apprendre à se connaître, puis comment qu'on fonctionne. Puis ensuite, ben là, ça va être plus là, les prises d'action, réfléchir à les actions, puis comment on peut agir en conséquence après ces réflexions-là. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. C'est vraiment un travail là, de collaboration, puis on prend le temps de le faire. Ouais. Nathalie Vallée, je pense que vous aviez quelque chose à ajouter sur ce qui s'est dit tantôt. Oui, en fait, je voulais parler du temps, justement, et aller dans le sens de Wydia. Au fond, Julie... je crois pas qu'elle en a parlé, mais on avait, elle et moi, cette volonté d'aller au bon rythme dans le processus et de respecter ce rythme, le rythme de tout le monde, parce que j'avais en fait la profonde conviction que si on allait trop vite, on allait échapper des personnes. Et comme la démarche se veut vraiment toucher toute la communauté du collège, pour moi, c'était très important qu'on prenne le temps, pas à pas, d'aller à la rencontre des différents groupes dans le collège, de créer des activités qui allaient toucher le plus de personnes possible. Dans le cadre de la démarche du changement de nom, par exemple, il fallait que les étudiants, les entraîneurs soient aussi éduqués à cette question-là avant de décider de changer. Fait qu'il y avait comme une espèce de... Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais une démarche pour convaincre, amener les gens sur le même terrain que nous. Et ça prend du temps. Alors, dans toute la démarche du changement de nom, notamment parce que ça aboutit, là, on y a travaillé longtemps, il nous est arrivé de faire un petit pas de côté, d'attendre un peu, de réajuster le tir, d'être à l'écoute des besoins de tout le monde dans le processus, puis là, après ça, de mieux rebondir pour continuer dans la démarche. Et au final, c'est beaucoup plus satisfaisant comme ça que de se dire, d'ici Noël, je veux un nouveau nom et un nouveau logo. C'est pas possible. Ça s'ancre pas bien dans la mission d'un organisme à ce moment-là. En tout cas, c'est ma conviction. Julie Gauthier, je pense que vous vouliez aussi ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est que tout à l'heure, j'ai pas parlé de la définition de la décolonisation, puis ce que dit Wydia me permet d'avoir peut-être une image. Oui. L'autochtonisation, c'est une action. En fait, c'est une série d'actions aussi, ou de non-actions. Ça dépend des moments, comme le dit Nathalie. Mais il doit avoir une prise de conscience de l'aspect colonial de notre système, parce que les gens associent beaucoup la colonisation au passé et non pas
à l'ensemble de nos systèmes. En fait, c'est partout. Et la décolonisation, donc, c'est un processus aussi, mais c'est un processus qui implique un désinvestissement ou un éloignement, en tout cas, des systèmes plus bureaucratiques, culturels, linguistiques, du pouvoir colonial, en fait. Donc, c'est de s'éloigner de ça. Donc, c'est pour ça que, dans le cas, par exemple, de la démarche pas de la démarche, mais du changement de nom et de logo, c'est, comme le dit souvent Nathalie, c'est un jalon. Mais à chaque fois qu'on arrive devant un autre jalon, si on veut, on recommence le processus à chaque fois. Donc, c'est un travail préalable. Et avant même d'entamer la décolonisation, il faut nommer la colonisation. Ben justement, là, on tombe un peu dans le cœur de l'affaire parce que il y a des débats présentement. On le voit dans l'actualité, on le voit chez certains chroniqueurs, chez certaines chroniqueuses. On a l'impression que c'est un mouvement, entre autres, qui vient du monde anglo-saxon, des universités américaines, qui concerne pas le Québec comme ça concerne peut-être le Canada anglais, entre autres, et les Américains, parce que le statut politique québécois chez bien des francophones, entre autres, n'est pas réglé. On a de la difficulté, en fait, je pense, collectivement, à se voir comme des colonisateurs. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, dans la population étudiante, vous avez eu ce ressac-là ou comment ça a été interprété? En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de ressac dans la population étudiante. Je sais pas, c'est un peu plate comme réponse, là, peut-être, mais en fait, on est un collège où il y a énormément de diversité ethnoculturelle. Je sais pas si les deux sont liés, là, j'oserais pas l'affirmer, mais je pense que il y avait une compréhension, pas par tout le monde, on n'a pas interrogé chaque étudiant, chacun des 7-8 000 étudiants du collège, mais je pense qu'il y avait une espèce de compréhension peut-être un petit peu plus sensible ou un peu plus de l'intérieur de ça. Il y a eu quelques résistances, de la part d'étudiants ou de la part d'entraîneurs, par exemple, qui soient issus de la diversité ethnoculturelle ou pas, là, en lien avec le nom, je pense, en lien avec l'identité puis l'importance qu'on accordait au nom puis au logo, mais de mouvement, là, je sais pas, Nathalie, si tu as remarqué quoi que ce soit, mais moi, j'ai pas eu vent de ça, d'insatisfaction de mouvement généralisé, là, du tout. Non, moi non plus. J'ai pas eu en fait, j'ai rien entendu de ce genre de manifestation et je pense que c'est parce que on a amené les gens doucement, lentement à bien comprendre vers quoi on s'en allait. C'était pas brutal, notre démarche. Puis on a voulu les entendre, on leur a laissé une place pour que ces personnes-là s'expriment, les entraîneurs, les étudiants. Alors, ils ont pu nommer qu'ils l'aimaient, le nom et le logo de leurs équipes sportives, ils y étaient attachés. Ils comprenaient pas trop au début, mais en même temps, ils comprenaient. Puis tout ça, c'était l'actualité aussi, parce qu'en même temps qu'on faisait ça, il se passait des choses dans l'actualité. On a été un peu aidés par l'actualité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a eu la controverse des Redmen, par exemple. Oui. Bon, alors, on se met alors à parler, puis évidemment, les athlètes sont très proches de cette actualité-là. Oui. Alors, en entendant parler, bien sûr, ils se forgent une opinion, puis là, ils constatent qu'on est en train de travailler là-dessus, nous aussi. Et là, doucement, ça les amène à réfléchir d'une autre manière. Et voyant qu'ils étaient impliqués puis qu'on avait une volonté de ne pas les mettre de côté, parce qu'on leur avait dit dès le départ, c'est vous qui allez choisir le prochain nom des équipes. Et puis après, on va travailler un logo. Alors, doucement, on a travaillé tout ça avec eux. Et puis, on a impliqué des personnes autochtones dans la démarche également. Puis voilà, je pense, moi, Julie, en tout cas, je crois c'est bien en raison du rythme et du respect de tout le monde qu'on est arrivé à un résultat qui n'a pas fait de vague avant. Là, le nom, c'était les Indiens. Vous avez dit que le processus, en fait, cette semaine, là, je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est cette semaine qui était lancé et dévoilé, en fait, le nouveau nom de l'équipe. Est-ce que vous en êtes là, en fait? Oui, le nom est choisi. Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, bien sûr. En fait, ça a été annoncé dans les médias. Nos équipes vont s'appeler dorénavant les Aigles. Les Aigles? Oui. Et c'est le logo des équipes qui a été
en fait, trouvé et travaillé et dévoilé au comité qui s'occupait de travailler avec un graphiste autochtone. Ce logo va être dévoilé au retour des fêtes. Alors, la communauté collégiale ne l'a pas vu encore, le beau logo. On est très contents par ailleurs. C'est drôle parce qu'on parlait de McGill et Redmond, qui eux sont devenus les Redbirds. On l'a appris cette semaine. Oui. Là, je vais aller parler à Samuel Réville et Gilbert Nicoué. Bonjour. Oui. Je voulais vous parler parce que là, on va comprendre peut-être un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, tous ces concepts-là. Et Samuel, vous êtes coordonnateur du Centre étudiant des premiers peuples de l'Université de Montréal. Exactement, oui. Vous êtes toujours étudiant? Oui, à temps partiel, je suis étudiant aussi en même temps au 2e cycle. Oui, donc vous êtes Innu? Oui, Innu de la communauté de Pessamit. Et Gilbert Nicoué, vous êtes facilitateur à la vie étudiante au Collège Antique. Vous êtes étudiant à l'Université de Montréal en plus. Oui. On parle de décolonisation, on parle de... J'utilise le mot clash civilisationnel, mais c'est peut-être pas ça. Mais je voulais vous entendre, en fait, pour qu'on comprenne c'est quoi, pour un étudiant issu des Premières Nations, c'est quoi arriver dans un collège comme le Collège Antique et après ça à l'université. Et bon, votre vécu d'étudiant, vous avez fini par vous en servir pour être capable d'aider, d'être un passeur, en fait, pour les étudiants plus jeunes qui vont arriver, entre autres, au cégep et à l'université. Vous, comment vous l'avez accueilli, cette démarche-là du Collège Antique? En fait, moi, c'est ça. Ça fait juste 1 an que je suis facilitateur ici au Collège Antique. Et puis, j'avais croisé Julie, elle m'a emmené dans une colloque, puis on s'était échangé quelques mots, puis c'est elle qui m'avait parlé qu'il y avait ce poste-là, justement, qui était vacant parce qu'eux autres, c'est ça, comme qu'elle a expliqué, ils étaient en processus d'autochtonisation du Collège Antique. Fait que c'est comme ça que j'ai comme rentré au Collège Antique. Puis quand je suis rentré, c'est ça, eux autres, ils avaient déjà commencé le processus du changement d'équipe du Collège Antique. Puis je suis rentré dans le comité quasiment tout de suite quand je suis arrivé. Puis ça a été quasiment un peu mon premier comité ici. Puis il était quand même pas mal avancé dans leur démarche. Puis je trouvais que leur façon qu'ils se sont pris, je trouvais ça vraiment bien parce que c'était comme la bonne façon aussi de le faire aussi. C'était avant tout de donner, de conscientiser aux étudiants, avant de juste de dire on change de nom puis on s'appelle plus les Indiens, on va s'appeler tel nom. Fait que j'ai par après, c'est là on a eu des rencontres, puis puis les étudiants aussi, ils étaient embarqués là-dedans parce que faut pas oublier que il y avait des athlètes là-dedans qui étaient dans le comité, fait que c'était super le fun qui ait participé aussi comme Nathalie a disait, c'est d'ailleurs eux autres qui ont comme choisi leur nom d'équipe. La clientèle, le nombre d'étudiants au Collège Antique qui sont issus des Premières Nations, est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques précises? Oui. En fait, c'est ça, au début, ça fait la deuxième fois qu'on fait ça. On est allé vers un sondage que les étudiants, c'était comme une auto-identification qu'on avait faite. Ah ouais? Fait que là, c'était toutes parce qu'il y a 9201 étudiants au Collège Antique. Puis là-dedans, on a eu 47 étudiants qui se sont auto-identifiés autochtones. Oui. Mais encore là, il fallait qu'on aille plus loin pour savoir, c'est ils viennent de quelle région, est-ce que c'est des autochtones qui ont grandi à Montréal ou bien c'est des autochtones qui arrivent dans leur communauté. Oui. Fait qu'on s'est retrouvé qu'on a eu en fait 14 étudiantes autochtones. Fait que là, en ce moment, au moment qu'on se parle, j'ai 14 étudiants autochtones, ce qui représente 0,5% des l'ensemble des étudiants du Collège Antique. C'est très peu, mais
ça commence tranquillement. Donc, est-ce que vous avez l'impression, puis là j'ouvre une parenthèse pour Nathalie Vallée, la directrice, je vais revenir à vous, Gilbert, après, et à Samuel aussi, qu'on n'a pas entendu encore, mais est-ce que, et là, je vais me mettre à la place de gens qui nous écoutent, qui disent, attendez, tout ce processus-là pour 14 étudiants, évidemment, comment on fait pour dire à ces gens-là, parce que je sais qu'il y a des gens que ça va traverser leur esprit, comment cette démarche-là, elle est beaucoup plus large que ça, et que c'est pas du clientélisme, en fait? Non, pas du tout. C'est pas du clientélisme. D'ailleurs, on n'utilise pas ce mot-là au cégep. Jamais? Non, c'est un mot tabou. OK. Alors, non, pas du tout. Je pense que Julie l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est une démarche qui est beaucoup plus vaste que ça, qui touche l'institution, nos pratiques. Moi, je pense qu'une fois qu'on s'inscrit dans un processus comme celui-là, on va également parler de sécurisation culturelle. Alors, une fois qu'on a sécurisé notre milieu pour les 14 étudiants autochtones, on aura sécurisé notre milieu pour toute la communauté étudiante. Alors, il y a donc Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, ce concept-là de sécurisation? Ça signifie que pour être capable de se placer dans une situation d'apprentissage digne de ce nom, il faut que les étudiants se sentent en sécurité dans leur milieu. Alors, si un étudiant, en fait, tout apprenant qui ne se sent pas en sécurité a du mal à apprendre, à assimiler des apprentissages et à les retenir et à les appliquer. Donc, le processus de sécurisation culturelle, il va dans ce sens-là. Je pense que Julie est certainement plus capable que moi d'en parler, probablement qu'Emmanuel aussi. Mais voilà, donc c'est sûr que toute la démarche qu'on entreprend, elle ne vise pas seulement et uniquement l'accueil et l'inclusion d'étudiants autochtones. Bien sûr, elle vise cela, mais elle vise aussi à rendre notre milieu éducatif encore meilleur, encore plus inclusif. Julie, vous vouliez ajouter quelque chose, Julie Gauthier? Non, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent les gens vont opposer le nombre. Hein. Ils vont dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants autochtones, ou il me semble qu'il y a d'autres priorités et tout ça. Ouais. Mais moi, j'aurais envie d'enchaîner avec une série de questions. Premièrement, comment on sait qu'il y en a peu? Là, nous, on a fait l'exercice, mais c'est pas tous les collèges, surtout pas les collèges francophones qui font cet exercice-là de recension. Puis, à mon avis, peu importe le nombre, ils et elles ont le droit de se reconnaître dans la formation qu'on leur dispense et de se sentir en sécurité culturellement. Puis, plus largement, c'est une responsabilité collective. Un cégep, c'est une maison d'enseignement supérieur. Quand on parle d'éducation, on parle de celle des premiers peuples, on parle de celle des autres. Puis même s'il y avait aucun étudiant autochtone dans une institution, on les côtoie. Quand tu regardes les nouvelles, tu regardes les blocages de, par exemple, la crise ferroviaire, entre guillemets, on les côtoie à travers cette lorgnette-là. Et les collèges et les universités vont recevoir de plus en plus d'étudiants des Premières Nations inuites dans les prochaines années parce que le taux de natalité et le taux de diplomation sont en hausse dans ces communautés. Puis moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'on va leur enseigner, comment on va leur enseigner. Ça va au-delà des étudiants autochtones, à mon avis, puis on peut pas reprocher, on peut pas attribuer, par exemple, une inaction à un petit nombre ou à une absence d'étudiants autochtones parce que cette absence-là ou ce petit nombre-là est le produit, justement, d'un système qui est colonial. Ouais, voilà. Samuel Rainville, vous êtes coordonnateur au Centre étudiant des Premiers Peuples de l'Université de Montréal. C'est quoi le processus quand on est un étudiant? Moi, je veux comprendre et je veux que nos auditeurs et nos auditrices comprennent. Vous arrivez à l'université, vous êtes autochtone, les défis, les obstacles, le décalage, comment on peut comprendre, en fait, cette expérience-là? Parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut la comprendre, mais est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ou en tout cas nous donner des pistes de réflexion par rapport à ça? Ben, ça va être des pistes de réflexion parce qu'en fait, il y a toutes sortes de profils d'étudiants autochtones, d'étudiantes autochtones qui rentrent à l'université, puis il y en a qui rentrent, puis ils n'en ont pas de défis particuliers, puis qui excellent. Il y a d'autres étudiantes autochtones qui, ont des défis particuliers. Ceux qui partent de très loin, souvent, ont à s'habituer à une nouvelle ville, à apprendre à aller dans le métro et tout ça. Mais moi, ce que je dirais, ce qui nous unit tous quand on rentre dans une université ou quand on rentre au cégep, puis je sais pas si ça s'entend avec ma voix, mais oui, mon collégial est pas non plus très loin derrière moi.
ben l'expérience autochtone est complètement inexistante. Puis je pense qu'au Québec, on est tous très, très fiers de notre culture québécoise. On est fiers de la langue française, puis on s'épanouit, puis on prend ça pour acquis de pouvoir célébrer notre culture à chaque jour de notre vie. Mais quand on est autochtone, puis qu'on arrive au cégep, puis qu'on arrive à l'université pour 3, 4, 5, 6, 7, voire plusieurs années, ben, on n'a pas beaucoup d'espace dans notre projet d'études pour célébrer notre culture, être iconés, apprendre à devenir aussi des citoyens, des citoyennes autochtones, se développer une perspective critique autochtone. Nos professeurs souvent adresseront pratiquement jamais le mot Première Nation ou racisme systémique ou que ce soit le nom de nos nations spécifiques aussi, on les entend pratiquement jamais. Fait que c'est ça probablement qui nous unit le plus quand on est des jeunes autochtones, on rentre à l'université, on nous demande, un peu peut-être par omission, je crois, de mettre de côté notre identité, puis d'apprendre à devenir fonctionnel dans notre belle société que nous partageons ensemble. Ça, je m'en rendais pas tout le temps compte à différents moments quand j'étais au cégep, puis quand j'étais à l'université, mais aujourd'hui, ça me fait quelque chose de pas avoir eu cette opportunité-là, puis de m'être épanoui comme j'aurais voulu le faire à travers mes cours, à travers mes rencontres. Donc, c'est peut-être ça qui est notre plus grand défi, je dirais, commun du moins. Et là, vous êtes coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples. Donc, votre travail, en fait, c'est de faire en sorte que cette expérience-là que vous nous décrivez soit différente pour les étudiants à venir. Ben, exactement. Puis je pense que c'est un incontournable. Là, il faut ce genre de service-là dans toutes les institutions postsecondaires. C'est un peu la base. Tantôt, j'ai entendu Julie, puis Wydia parler de sécurité culturelle. C'est le cœur même de mon mandat à l'Université de Montréal, c'est de m'assurer que nos étudiantes sont confortables, ont les outils pour s'affirmer culturellement. Puis moi, j'ai la chance d'être entouré de personnes autochtones maintenant dans mon quotidien à l'UDM. Mais je me souviens la première fois que j'ai posé une question à une étudiante que j'ai par la suite embauchée comme animatrice culturelle. Je lui ai demandé pour elle, c'est quoi la sécurité culturelle? Puis bon, ce concept-là, elle l'avait jamais entendu de leur vie. Souvent, nos beaux concepts fancy qu'on utilise comme cadre théorique, les gens concernés les connaissent pas tout le temps, là. Puis elle m'avait répondu, elle s'était concentrée beaucoup, puis elle m'avait répondu, est-ce que c'est pouvoir manger mon phoque dans la cafétéria puis pas me sentir regardé tout croche? J'ai dit, oui, voilà, c'est exactement comme ça que je veux que tu te sentes dans cette université, dans les services que je t'offre. J'espère que tu seras à l'aise de manger ton phoque parce que moi, jamais que je te regarderai tout croche. Puis d'ailleurs, j'ai le goût d'en apprendre beaucoup sur la culture de la chasse sur ton territoire. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'offrir de plus en plus que ce soit au cégep ou à l'université. Gilbert Descoué, vous êtes félicitateur au cégep. Vous, là, Samuel vient de raconter un peu sa démarche à lui. Est-ce que la vôtre, j'imagine que c'est pas au même niveau parce que là, vous accueillez des étudiants qui arrivent des niveaux secondaires. Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que oui, quand mon mandat aussi, c'est avant tout de bonifier la sécurité culturelle des étudiantes qui arrivent ici au Collège Antique. Puis c'est d'écouter leurs besoins, aussi de les diriger vers les bonnes ressources. En tout cas, comme c'est dit facilitateur, je les facilite à l'intégration dans le Collège Antique. Puis pour revenir à ta question, ben en fait, c'est sûr que c'est différent parce que moi, souvent, les étudiantes, ils vont arriver directement des communautés parce que dans les communautés, il n'y a pas de cégep. Fait que souvent, ils vont arriver de là. Mais comme je disais aussi tantôt, étant donné que c'est mon première année, ben tu sais, c'est sûr qu'on est en train de démarrer encore mais que tu sais, je peux pas non plus. Je n'ai pas toute l'expertise de comment qu'on a fait, étant donné que c'est tout nouveau comme. Vous êtes en train de la créer, en fait. Oui, ben c'est ça. En fait, on est en train de faire un chemin. Puis, tu sais, c'est Julie Gauthier, il y a beaucoup là-dedans aussi. On travaille ensemble pour le développer.
avec Emmanuel Dufault. Puis, en tout cas, on était une équipe de EDI aussi. Il y a un autre personne qui travaille, mais qui, lui, consacre plus sur la communauté haïtienne. Oui. Mais c'est vrai que c'est différent quand un étudiant qui a déjà 3 ans d'expérience en ville, puis qu'après ça, il s'en va plus loin au cégep. Mais je pense qu'on a quand même ça ressemble beaucoup à la situation entre le travail de Samuel puis la mienne. Larivière, vous vouliez intervenir? Oui, ben en fait, ce que tout le monde partage, notamment Gilbert puis Samuel par rapport à les étudiants autochtones à l'université, au niveau postsecondaire, en fait. Puis ça me parle beaucoup parce que moi-même, j'ai été aussi une étudiante autochtone au cégep à l'université. Puis ça me rappelle notamment des souvenirs là, bon, c'est sûr que il y a des profils là, différents parmi les étudiants autochtones. Moi, personnellement, ce que j'avais trouvé difficile, donc on parle déjà, il y a déjà plusieurs années, mais c'est d'avoir été taguée comme étant l'étudiante autochtone de la classe. Ah ouais. Et ensuite, les professeurs, d'autres étudiants aussi, pour eux, je devenais en fait la référence ultime de sources d'informations sur les réalités autochtones. Donc, il y avait carrément des professeurs qui me posaient des questions devant tout le monde. Hey, oui, puis vous, chez les Autochtones, comme, tu sais, comme c'est généralisé aussi. Comme ça. Vous pensiez tout le savoir, ah ouais. Oui, c'est ça. Puis là, je portais comme le fardeau d'éducation en tant qu'individu autour de toutes les Autochtones. Puis moi, j'avais trouvé ça hyper difficile parce que moi, je suis là à l'université, c'est genre pour apprendre, mais là, je suis en train de faire un travail d'éducation. Puis, c'est ça. Puis en fait, c'est pour ça là, que, notamment aujourd'hui, je m'implique pour Mikana, c'est pour éventuellement qu'il n'y ait aucun individu autochtone qui ait besoin de porter ce fardeau-là. C'est sûr qu'il y en a comme moi, tu sais, qui prennent la décision de jouer ce rôle-là, puis que ça les fait plaisir d'animer des ateliers, puis de dialoguer avec des gens, mais c'est pas chaque personne autochtone qui va avoir envie de le faire, comme on ne demandera jamais à chaque Québécois d'être ambassadeur de toute la nation québécoise, puis de devoir répondre à toutes les questions politiques, culturelles, etc. Fait que c'est un peu dans la même perspective que finalement, c'est comme dans un monde idéal, toutes les personnes autochtones auraient des informations de base, des notions de base sur les réalités autochtones, puis il n'y aurait pas besoin de faire porter ce fardeau-là sur des individus. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les autorités, en fait, devraient faire par rapport au cours d'histoire? Oui, mais je pense que ça pourrait aller plus loin que ça. Parce que je vous avoue que je pense que souvent, on se sent très démunis de parler de ces réalités-là. On ne les connaît pas, évidemment, parce que dans nos cours d'histoire, on voit bien qu'il y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes à plein de niveaux aussi, dans plein de sphères aussi de l'histoire québécoise. Mais les premiers gestes qu'on pourrait poser dans le programme scolaire, entre autres, au primaire, au secondaire, justement pour rétablir les liens, puis qu'il n'y ait pas... Je comprends que l'inconfort est peut-être une notion qui peut être importante dans un contexte d'apprentissage, mais ça peut aussi refroidir les gens et les détourner un peu de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais que c'est une grosse question, là, mais... je peux commencer. Oui, Gilbert, allez-y. En fait, moi, les cours d'histoire, c'est sûr que c'est à réviser, c'est à revoir pour qu'on puisse retravailler là-dessus, pour qu'on puisse mettre des vraies choses aussi, parce que moi, je considère que notre histoire est quand même censurée. Oui. L'histoire du Québec, puis ça serait de mettre des vraies choses comme ça. Les communautés non autochtones aussi comprendraient plus encore les enjeux, qu'est-ce qui vivent les autochtones, pourquoi ils vivent et pourquoi il y a des problèmes dans des communautés autochtones, parce que souvent on entend parler dire il y a un problème d'alcool, ils sont comme ça, ils payent pas. Tu sais, c'est les préjugés habituels. C'est ça. Fait que, tu sais, ça serait comme de briser de ça, puis c'est de changer l'histoire aussi pour que les autres puissent avoir la vraie version. Comme un exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Justement, hier, j'étais sur Facebook, puis je voyais une mère à Tikamek qui a pris une photo d'un examen de son enfant.
Puis dans la question, on demandait d'où viennent les Autochtones. Puis le jeune, il a écrit en bas, il a écrit Asie. Fait que là, le jeune, il a eu bon, là. Tu sais, le professeur l'a mis bon parce qu'il a écrit l'Asie. Ouais. Tu sais, je comprends le concept de l'histoire de le détroit de Bering, puis il y a comme des milliers d'années de ça, ça je comprends. Mais c'est la façon qu'on lui a posé cet enfant-là, parce que lui, après ça, il va penser que les Autochtones, ils viennent directement d'Asie. Ouais. Puis, tant qu'à y être, moi, je me dis, dans ce cas-là, les Canadiens puis les Québécois, on pourrait dire aussi que c'est des Européens. Oui. Même si on sait l'histoire. Oui, mais cela dit, les Québécois, les francophones ne rejettent pas leurs origines européennes non plus. Fait que ça serait pas... Parce que, avez-vous l'impression que c'est que ça gomme un peu la présence autochtone, en fait, en disant dans un examen comme ça qu'ils viennent d'Asie? Ben, en fait, c'est parce que ça fait longtemps. C'est peut-être la question qui est mal posée, je sais pas. Mais tu sais, c'était moi, comme moi, quand je lisais ça, j'avais l'impression que encore aujourd'hui, dans l'actualité, on apprend à un jeune que les Autochtones viennent d'Asie, puis ça aide pas quand on essaie de... Mais ça m'étonne, pour vrai, Gilbert Nicoué, qu'on retrouve ça aujourd'hui. Je sais pas c'est dans quelle région, parce que moi, j'ai 49 ans, mes cours d'histoire... en fait, on l'a vu plus au cégep, entre autres, en anthropologie, parce que sinon... Moi, je parle de l'histoire au primaire, en fait. Ah, ouais, mon Dieu. Je vais poser une question, parce que je veux savoir, en fait, peut-être que c'est plus Nathalie, Julie, puis Ouidia aussi, même Gilbert, dans le fond aussi, mais les professeurs, on parle d'enseignement, on parle de transmission des savoirs au Collège antique. Dans le processus d'autochtonisation, le corps professoral, j'imagine. Parce que là, on a beaucoup parlé, en fait, du nom du changement d'équipe, mais c'est pas juste ça, là, l'autochtonisation. Les processus qui concernent le Collège antique. Nathalie, peut-être en premier? Non, effectivement, c'est pas juste ça, mais c'est dans une autre étape qui va s'engager. Et là, Julie va être plus à même d'en parler. Oui, ben je peux le faire. Puis ensuite de ça, Ouidia, s'il y a des choses à ajouter. En fait, c'est un long processus et c'est un processus qui caractérise pas juste le Collège antique. Il y a énormément de discussions, de colloques, de webinaires, de gens qui se mettent en branle dans l'ensemble des réseaux de l'éducation supérieure. Je vous dirais surtout de ce que j'en connais, donc universitaire et collégial. Il y a toute la question en fait de ce que c'est que l'autochtonisation puis ce qui en est pas. Puis ça, je trouve que c'est important de le dire aussi parce que de dire je vais enlever du contenu, disons, de la Nouvelle-France, puis je vais le remplacer par du contenu autochtone. Ça peut être un début intéressant, un début souhaitable, mais c'est davantage une réponse aux appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation que de l'autochtonisation. Donc, puis élaborer quelque chose sans l'inclusion tôt, dès le départ, dans le processus de gens des Premières Nations, du genre, je vous donne un exemple, puis je reviendrai après un exemple très concret, mais de dire, j'ai un projet, mais tout ce qui me manque, c'est une communauté ou des personnes autochtones pour le réaliser. Mais le projet est déjà conçu, ça peut pas fonctionner. Mais dans les faits, là, très concrètement, on a des petites actions qui sont en branle actuellement et qui sont, en fait, qu'on peut faire avec des enseignants qui sont, je vous dirais, rendus plus loin dans leur réflexion puis leur démarche, puis leur audace aussi, parce que ça prend de l'audace pour faire ça. Il y a toute la question du plan de cours au collège, au collégial. Donc, le plan de cours, c'est l'outil commun, c'est la relation avec les étudiants, c'est le point d'entrée, c'est ce qu'on présente au premier cours. Le plan de cours, dans sa façon d'être, puis là, plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est colonial. Les lectures, les modes d'évaluation, les choix théoriques qu'on fait quand on enseigne, pas seulement sur le plan du contenu, c'est à décoloniser. Et ça, c'est assez avancé dans les pédagogies, plus du côté anglophone, mais décoloniser ton plan de cours, décoloniser tes cours au-delà de l'ajout ou du retrait de certains éléments. Donc, il y a des portes d'entrée, mais il y a différents niveaux là-dedans. Voilà, j'arrête là. OK. Non, mais OK. Ben, donnons un exemple précis par rapport au plan de cours, par exemple. Oui. Ça serait quoi un plan de cours décolonial? Eh boy! Premièrement, Fred, je pense que, un peu comme je l'ai dit tantôt, pour savoir à quoi ressemblerait cet objet-là de plan de cours décolonial, il faut commencer par faire le diagnostic de son plan de cours et d'établir en quoi il est colon.
Oui. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, moi, je commencerai par la bibliographie. En fait, un test diagnostique, c'est ça qu'on est en train de monter. C'est pour ça que je ris puis j'entendais Emmanuel rire. C'est que on est en train de bâtir ça. Donc, ça part de loin. Mais je dirais, regardez les auteurs qu'on fait lire. Je prends l'exemple, par exemple, du cours de littérature, des cours de littérature. OK? Je vais prendre un autre département que le mien, comme ça va être plus facile. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'essaie de fuir la question. Mais non, je fais des blagues. Mais par exemple, en anthropologie, donc je vais prendre un vrai exemple. Quand j'enseigne, j'ai nécessairement des biais. Mon plan de cours est construit d'une certaine façon. Et quand je prends le temps de faire le diagnostic des auteurs que je fais lire, je me rends compte que ce sont des hommes blancs. Et qui réfléchissent. Ça, c'est dégueulasse. Oui, c'est épouvantable. Vous en êtes un, d'ailleurs, vous le savez. Oui. Oui, je le sais. J'espère que vous avez honte, puis on s'en reparlera à un autre moment. Je pense que... J'ai très, très honte. Moi, j'ai honte d'être associé à vous. Donc, là... mais oui, ça donne un bon exemple. Sauf que là, je vais peut-être... vous pouvez pas faire ça tout seul, j'imagine. Vous pouvez pas vous-même vous auto-décoloniser puisque vous avez un billet. Mais c'est un processus de guérison. Donc, je fais des blagues. En fait, c'est que premièrement, je le fais pas toute seule. Je le fais je souhaite le faire avec des enseignants et des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques qui ont envie d'aller là, qui ont envie d'explorer. Mais c'est long. Puis je sais que c'est plate de se faire répéter ça, mais c'est des essais-erreurs aussi. Il faut commencer quelque part et le plan de cours nous semble quand même, dans le tout petit groupe où on est, un outil d'entrée intéressant et c'est des petites bouchées aussi, hein. Voilà. Samuel Rainville, vous êtes de retour avec nous? Oui, je suis là. Bon, voilà. J'imagine qu'il y a des pièges à éviter dans une démarche comme ça d'autochtonisation. Je ne sais pas. Ouidia aussi pourrait peut-être y réfléchir, mais en fait, pourrait peut-être y répondre. Mais est-ce qu'il y a des pièges dans ce processus-là? Je pense qu'il y a des pièges dans tous les processus qu'on entame, puis un processus sérieux, puis aussi de longue haleine que l'autochtonisation, c'est sûr qu'il y a des pièges à différents moments, puis il faut porter une attention particulière parce que souvent le poids de ce piège-là va te retomber sur les épaules des personnes autochtones, puis c'est probablement ça le plus grand piège. Il faut pas non plus alourdir les luttes autochtones en leur donnant des nouvelles responsabilités parce que l'autochtonisation, ça devrait être une priorité pour l'éducation au sens très large, mais nous, les Premières Nations, on en a plusieurs des priorités. On en a, il y a des besoins urgents dans les communautés. Même nous, les jeunes autochtones, on a différentes préoccupations qui nous enflamment puis on peut s'épanouir dedans. Bon, là, il y a quelqu'un à qui on n'a pas parlé encore. C'est Emmanuelle Dufault. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion au Collège Antique. Oui. Vous êtes autrice d'une BD. C'est le Québec qui est né dans mon pays. Carnet de rencontres d'Anikuni à Kiuna. C'est bien ça? Mm-hmm. Est-ce que la BD est sortie? Non, ça sort à la mi-mars chez Éco-Société. En fait, voilà. C'est une bande dessinée que j'ai faite dans le cadre de mon doctorat en éducation par les arts et anthropologie. Donc, il existe une première version qui va être déposée dans quelques semaines, dans 2 semaines. Cet outil-là, cette BD-là, en fait, vous la voyez aussi comme un outil pédagogique, une espèce de porte d'entrée à l'autochtonisation. Oui, mais en fait, je pense que ça rejoint ce que plusieurs personnes ont déjà dit un peu, c'est d'offrir un espace pour adresser cette méconnaissance, cet inconfort, ce malaise et plonger un peu dans cette vulnérabilité là. Encore là, comme Julie elle disait, vulnérabilité relative là, si on fait une comparaison là, mais je pense qu'au Québec on est plusieurs et ailleurs au Canada on est plusieurs à se rendre compte finalement à un certain point, puis plusieurs récemment là, avec une meilleure visibilisation des réalités autochtones qu'on connaît à peu près rien et comme on l'a mentionné au cours de la discussion. Le système d'éducation y est pour beaucoup et ça depuis toujours en fait. Tu sais là on sait qu'il y a des tentatives de l'améliorer, on n'est pas sorti du bois, mais je pense qu'il y a comme une étape préalable. Tu sais on a parlé aussi de prendre le temps, l'importance de prendre le temps, le fait aussi que notre système colonial est installé depuis des siècles. Donc, évidemment, on va pas du jour au lendemain, en 1 heure, avoir une petite formation rapide, puis voilà, c'est fini, comme tantôt, quand vous posiez la question, est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est fini, je suis décolonisé? Je pense pas. Mais je pense qu'une des étapes que plusieurs demandent, notamment
Ramsden, Irapiti Ramsden, qui est en fait la personne à qui on reconnaît le concept de sécurisation culturelle dont on parlait tout à l'heure, qui est une autochtone maori de Nouvelle-Zélande. Et pour elle, le point zéro, finalement, pour les alliés ou les personnes qui se veulent allier aux causes autochtones ou même antiracistes, si on y va de façon plus large, c'est l'aspect réflexif. Là. Donc, c'est l'aspect un peu introspectif de voir qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'on croit connaître, d'où ça vient, ces sortes de semblantes connaissances, de faire un peu de la place à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'oser justement plonger dans le sorte de malaise que plusieurs ressentent du fait que quand on se rend compte qu'on ne connaît absolument rien, puis ben ça c'est encore là, tu sais, c'est une responsabilité individuelle mais aussi collective qui est associée à un système qui a fait en sorte qu'on connaisse absolument rien. Ouais. Et à partir de là, ben d'être capable d'aller à la rencontre, donc s'auto-éduquer, aller accepter des invitations. Il y a tellement de ressources en ligne un peu partout, des conférences, donc c'est un peu ce que Lydia expliquait. Tout est là, donc puis un peu comme Samuel disait non plus, c'est pas non plus d'aller se pitcher sur toutes les personnes autochtones puis leur demander de nous expliquer. Là, je pense que leur voix est portée par plein d'outils. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire une préparation de terrain, disons. Vous êtes conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion. Ça veut dire quoi ça je vous demanderai pas de nous décrire une semaine type, mais c'est des postes, c'est un poste moi qui n'existait pas quand moi j'étais au cégep, entre autres, qui, si je le comprends bien, rappelle un peu ce que les deans font dans le monde universitaire anglo-saxon. Ben, en fait, c'est un poste qui est nouveau aussi au Collège Antique. Ça a été créé en janvier dernier, que c'est un poste que j'occupe avec Julie. En fait, dans les universités du Québec, il y en a plusieurs également. C'est équité, diversité, inclusion rejoint différentes diversités. Donc, c'est un peu un poste qui vise à la transformation progressive de nos institutions. Au Collège Antique, on a ciblé 4 groupes, donc les diversités ethnoculturelles, les personnes ou les peuples autochtones, les diversités de genre et diversité sexuelle. Puis encore là, l'idée c'est pas, on n'a pas ciblé les étudiants qui s'identifient dans des populations marginalisées. Là, c'est vraiment avoir en fond comme dans un système et donc dans un spectre dans lequel on a tous notre place et on a toute notre responsabilisation puis notre posture là-dedans. Donc, en fait, on est vraiment au tout début de ce processus-là, mais je pense que ce qu'on nomme depuis le début de notre conversation, c'est vraiment, je trouve que ça représente bien ce qu'on essaie de travailler en équipe, notre équipe EDI, justement dans une première étape d'écoute puis de réflexion. Donc, c'est-à-dire d'inviter différentes personnes à parler de leur réalité, en fait, et de proposer des outils d'éducation, des outils de transformation. Ça va, c'est très très large là, tant au niveau du milieu que comme Julie parlait des cours, éventuellement aussi au niveau du personnel. Donc c'est un travail infini en fait, mais qu'on y gagne tous parce que comme Julie disait aussi. Nous aussi, de façon individuelle aussi, on en apprend vraiment beaucoup là-dedans. On découvre plein de choses, puis c'est toujours à recommencer. Puis c'est comme une roue qui tourne ou des cycles. Ouais. Là, je vais poser une question à Wydia, Gilbert et Samuel. Mm-hmm. Okay. On va sortir un peu de l'autochtonisation directement pour parler de racisme systémique parce que c'est un terme que le gouvernement de François Legault, entre autres, a de la difficulté à, je pense, non pas comprendre. Il fait semblant qu'il ne comprend pas bien, mais je pense qu'il comprend très bien. Vous recevez ça comment, de voir que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique? Et là, on sait qu'au sein même du caucus de ce gouvernement-là, il y a des gens qui mettent de la pression sur François Legault, qui comprennent que ça existe. Vous le recevez comment? Ben, moi, je suis... excusez-moi. En fait, non, je vais laisser les autres répondre. Non, mais moi, c'était plus une attaque que d'opinion. Ça fait que je vais m'abstenir. Non, mais allez-y. On est en mode discussion. Ça peut, même si ça brasse, c'est pas grave. Ben, comment vous le recevez? Ben, en fait, comme tu dis toi-même, je pense qu'il comprend très bien c'est quoi le concept de racisme systémique. Puis, je pense qu'il sait qu'il y a du racisme systémique, sauf que quand j'avais entendu une de son conférence de presse, quand il disait que
plus de la moitié des Québécois disent ne pas reconnaître le racisme systémique au Québec, ben pour moi, ça sonnait que il veut pas perdre des électeurs parce que c'est carrément ça, parce que sinon s'il le reconnaît, il va y avoir plus que la moitié des Québécois qui vont pas voter pour lui, fait que il va perdre son fait que c'était comme ça que je voyais moi. Fait que ouais, ben, je suis totalement d'accord avec ce que dit Gilbert. Puis, en fait, moi, j'ai comme l'impression aussi que ce qu'il réalise, c'est que s'il reconnaît le racisme systémique, ça l'engage dans des actions puis des changements significatifs. Puis, il veut pas s'embarquer là-dedans. Ouais. Puis moi, je le perçois comme ça. Puis, je pense que bon, c'est sûr qu'il y a vraiment de la déception dans le milieu autochtone en général par rapport à ça, parce que la plupart d'entre nous, le vécu personnellement, où on connaît tous des personnes dans notre entourage du milieu autochtone qui ont vécu du racisme systémique, donc c'est quand même effronté de se faire dire que ça n'existe pas quand on le soit vécu ou qu'on en a été témoin. Samuel? Moi, je dirais que je pense que pour lui, il pense probablement que c'est suffisant de reconnaître le racisme en soi. Le racisme qu'on connaît bien, qu'on s'est fait enseigner depuis tellement longtemps, qu'on comprend les insultes racistes, les comportements racistes. Puis quand il lance cette orientation-là en décidant de s'attaquer simplement au racisme, pour lui, j'ai l'impression que c'est suffisant. Puis il y a de la difficulté à saisir l'ensemble du portrait. Pourquoi on doit mettre le mot systémique dans cet enjeu de société qu'on veut avoir? Puis la réponse est assez simple. C'est parce qu'il est systémique, ce racisme-là. C'est ce racisme systémique qui permet dans notre société qu'il y a encore du racisme individuel. Donc, on a besoin, nous, les personnes autochtones, les différents groupes, la diversité, que quelqu'un ait le courage, la bonté et la volonté sincère d'ouvrir le débat collectif, ou pas le débat, mais l'environnement collectif où on est à l'aise d'aborder les vraies affaires. On a un système qui est colonial. Tout le monde est au courant de ça. Au Québec, on a colonisé un continent. On a construit un Québec avec des différentes ententes. À un moment dans notre histoire, il y avait des rencontres avec ce qu'on appelait des sauvages, des Indiens et tout ça. On a construit des lois sur ces compréhensions-là. Ces compréhensions-là ont évolué dans le temps. Puis aujourd'hui, à certains moments dans l'histoire, on s'est rendu compte, waouh, ça n'a pas de bon sens, sauvage, indien. Oublions ça, mais quand on oublie ces choses-là, il y a toutes sortes d'omissions qui se glissent dans notre système. Puis c'est de ce système-là qu'on hérite, nous, la jeune génération aujourd'hui, que ce soit en éducation, que ce soit dans le système de santé, dans le système carcéral, dans le système judiciaire. C'est bien présent, puis c'est beaucoup plus insidieux, le racisme systémique, et c'est de celui-là qu'on a besoin de parler. Oui. On parle beaucoup du Québec, on n'a pas beaucoup parlé du Canada, et reste que il y a des actions qui pourraient être posées au-delà des discours. Entre autres, la loi sur les réserves indiennes, c'est une loi fédérale. Vous parliez du système de justice, il y a une partie qui appartient au gouvernement du Québec, mais il y a une partie qui appartient au gouvernement du Canada. Comment vous percevez, au-delà des discours de Justin Trudeau, un réel désir de changer les choses au plan fédéral? On peut commencer avec Samuel. Vous n'êtes pas obligé de répondre les trois nécessairement. Enfin, c'est ça. Je ne veux pas faire ce que Widia n'aimait pas dans ses cours, c'est-à-dire vous obliger à répondre à ces questions-là, mais je veux quand même l'entendre de vous. Le rapport au fédéral et le rapport au provincial, parce qu'il y a différents paliers politiques au Québec et au Canada, et sur le plan identitaire aussi, forcément. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois aussi qui ont l'impression qu'on les blâme pour des choses qu'ils n'ont pas de levier parce que ça appartient au gouvernement fédéral. Je pense qu'il y a beaucoup cette impression-là, en fait, qu'on attaque plus spécifiquement le Québec pour le Québec qui est silencieux sur le racisme systémique. Première des choses, on a cette réflexion-là pour l'ensemble du Canada. Le racisme systémique existe au Canada. S'il y a une grosse différence entre le Québec et les autres provinces, c'est que la plupart des premiers ministres, dont notre premier ministre fédéral, acceptent d'ouvrir la conversation sur le racisme systémique. Donc, le débat, la critique, elle est quand même existante.
que ce soit au provincial, au fédéral. Il y a beaucoup de chemin à faire. Le fédéral, ma génération a cru à un certain moment peut-être avoir espoir à du changement très rapide avec un nouveau premier ministre qui avait des liens forts avec les communautés autochtones. Ça s'est rapidement dégradé avec le temps. Donc, la critique n'est pas juste envers le Québec, c'est que là, le débat est encore à l'étape -1. On aimerait parler de racisme systémique ici, chez nous. C'est très clair. Ça mérite d'être très clair, Samuel. Est-ce que Nathalie est encore avec nous? Oui, je suis là. Bon. Et on va terminer avec ça. Cet aspect-là, mais tout le monde peut y répondre. Je veux savoir, avez-vous l'espoir que la démarche que le Collège Annecy fait, les postes qui ont été créés, entre autres avec Gilbert Nicoué, à l'Université Laval, à l'Université de Montréal aussi, Samuel, vous occupez ce poste-là, mais est-ce que vous avez l'impression que le Collège Annecy va être un modèle pour que d'autres organisations, au niveau scolaire, entre autres, au niveau francophone aussi, peut-être plus, parce qu'il y a du retard de ce côté-là, peut-être. Avez-vous l'impression que vous allez être un modèle et voulez-vous l'être, en fait, ce modèle pour d'autres organisations? On aimerait bien ça, être un modèle pour d'autres organisations. Et je pense qu'on va tout faire pour faire ça, pour arriver à pouvoir éventuellement convaincre, influencer les autres cégeps dans un premier temps, mais aussi d'autres organismes publics qui pourraient vouloir s'engager dans une démarche semblable à la nôtre. Okay. En tout cas, au collège, on a l'intention d'essayer de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre et pérenniser cette démarche-là et les services qu'on veut offrir en ce sens-là. Wydia, est-ce qu'avec Mikana, vous êtes dans le jus présentement? Est-ce qu'une demande, je le dis de cette façon-là, mais on espère en fait que cette démarche-là fasse des petits. Oui, oui, on est dans le jus. Oui, on est sursollicité, surtout quand il y a des événements comme ce qui s'est passé dernièrement avec le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Ça crée c'est ça, un buzz, puis une demande soudaine là, de formation, d'ateliers dans différents Malheureusement, ça prend des tragédies, visiblement, pour éveiller les gens. Oui, malheureusement. Fait que nous, c'est ça, on espère qu'éventuellement, ça soit plus étalé, puis que les gens soient plus généralement conscientisés, puis qu'ils voient l'importance de s'éduquer sur les réalités autochtones sans attendre, justement, là, d'être témoin d'une tragédie. Donc, mais c'est ça, là, on est un organisme, on est en expansion, on est en train d'agrandir l'équipe pour justement mieux répondre aux besoins. Il y a vraiment clairement un besoin d'éducation, de sensibilisation sur les questions autochtones. Oui. Puis nous, on veut continuer à travailler là-dessus, puis créer des ponts entre autochtones et allochtones. Donc, c'est clair qu'on va continuer à poursuivre notre mission. Dernier mot, en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de tout ça, de cet exercice-là? J'espère que les gens qui nous écoutent vont comprendre mieux la démarche. J'espère qu'on va en reparler. En fait, j'espère pas. Nous allons en reparler. Je sais que la balado, au printemps dernier, devait aller sur la Côte-Nord, dans la communauté Innu à Sept-Îles, entre autres, dans la région de Sept-Îles. Je l'avoue, moi, je me sens des fois, parfois démuni, mais j'ai envie que la balado serve de courroie de transmission pour toutes ces questions-là. Julie, vous étiez l'initiatrice aussi que la balado en parle de ce qui s'est passé au Collège Annecy, de ce processus-là. Puis j'ai envie de savoir pas les prochaines étapes, mais qu'est-ce que vous aimeriez que cette main qu'on tend, que ça donne, qu'est-ce que vous aimeriez que ça apporte en fait aux auditeurs, aux auditrices? Je sais que c'est une grosse question, là, mais... Non, j'ai la réponse. En toute humilité culturelle. Non, en fait, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est l'importance de se regarder dans le miroir. C'est l'importance de cette première étape-là. Tu parles de malaise, on parle de premiers pas, on parle d'inconfort et tout ça. Je pense que comment je pourrais dire ça? L'important, c'est de sortir de la volonté de comprendre des concepts comme autochtonisation et décolonisation qui sont utilisés comme des mots pour expliquer une réalité, mais qui ne sont pas cette réalité-là nécessairement. On les utilise, on a besoin de nommer les choses, mais j'aimerais que les gens
soient capables de faire ce premier pas-là, puis soient capables de franchir l'étape du malaise, soient capables de le faire justement en toute humilité et j'allais dire pas qu'on désintellectualise toute cette question-là, mais ça peut devenir un peu fatigant de toujours devoir expliquer aux gens ce qu'il faut faire, alors qu'il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je vous dis que la première étape, celle de la prise de conscience, celle de l'engagement aussi envers soi-même, puis comment je mets mes privilèges dans le fond au service de ça, comment moi individuellement, professionnellement, puis institutionnellement je peux agir. C'est plus ça que j'aurais envie que les gens réalisent, c'est que cette étape-là, longue et inconfortable, elle est nécessaire et elle peut durer longtemps, puis elle peut même être perpétuelle, je vous dirais. Et je trouve que souvent, on veut comprendre, on veut se faire expliquer, réexpliquer par les Premières Nations ou d'autres, mais ça devient un peu lassant parce qu'on a l'impression que ça, justement, pour reprendre le mot en français de « I don't know more », mais on reste un peu dans cette espèce d'inaction-là ou d'immobilité. Je ne sais pas si je suis claire, là, mais c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent, que ça doit partir d'une prise de conscience, d'un arrêt, d'une écoute, puis du développement d'une humilité. Ben, Julie Gauthier, merci. Je remercie tout le monde, vraiment. Emmanuel Dufour, Wizzy Larivière, Gilbert Nicoué, Samuel Rainville, Nathalie Vallée. Merci. J'espère que le message va porter et j'espère que ça va changer, en fait, les perceptions, mais les comportements aussi et amener vers des actions. Je sais que, bon, on va rester modeste aussi, là. On est une balado. Mais quand même, je pense que d'en parler, ça va donner le goût aux gens, en fait, de peut-être changer leurs attitudes et être un peu plus sensibles, en fait, à ces réalités-là. Merci. Merci. Alors voilà, ce qui termine ce 8e épisode. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion. Malgré les petits bugs techniques qu'on a eus, évidemment, on a réussi quand même à faire en sorte que tout ça soit digeste pour vos oreilles. Merci. Merci à Larry, évidemment, qui m'a assisté particulièrement cette semaine sur le plan technique avec la réalisation de sa balado. Je remercie évidemment tous ceux qui participent encore à la campagne de financement. Elle n'est pas terminée. Vous pouvez, si vous voulez le faire, participer soit via PayPal, en don mensuel, en don unique, soit avec un virement Interact au baladofredsavard@gmail.com. C'est toujours possible. Il n'y a pas de date limite cette année pour la campagne. Je la poursuis jusqu'à temps qu'on ait notre objectif de 60 000 $. On est à 80 %. Donc, n'hésitez pas. Puis, écrivez-nous. Si vous avez des commentaires, c'est toujours bienvenu. Vous avez des commentaires aussi pour les chroniques. Je fais parvenir évidemment les messages à tout le monde. Donc, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Très, très hâte de vous présenter ce livre de Frédéric Lacroix. Bonne semaine tout le monde.